Je me tourne vers Nicolas Hulot, parce que pendant des années, les associations écologistes nous ont parlé, alors certains des ours blancs, les autres des pandas, de la couche d'ozone, de la pollution, du climat, et aujourd'hui, la Fondation Nicolas Hulot ou d'autres vous parlez d'inégalité. Pourquoi? Il faut appuyer sur un bouton. Non, je pense que c'est bon. En fait, je ne suis pas certain que nous ayons fait le rapprochement entre les enjeux sociaux et les enjeux écologiques récemment. Je pense que c'est la perception qu'on nous accorde maintenant qui est différente. Je suis d'ailleurs heureux de voir qu'on a enfin compris que l'écologie, ce n'était pas simplement une attention et une sensibilité pour le sort des petites plantes ou des oiseaux, bien que, et Hubert Reeves ne me contredira pas, je ne suis pas totalement convaincu que notre destin soit si distinct du sort des oiseaux et des petites plantes, mais on y reviendra. Je pense qu'on a enfin compris que l'écologie, au sens où en tout cas moi je l'entends, c'est une forme de radicalité en humanité. On dit souvent qu'on s'inquiète de l'avenir de la planète, mais là aussi, pardon, comme il est derrière moi, Hubert Reeves ne me démentira pas. Je pense que si l'humanité devait être responsable de sa propre disparition, à l'échelle géologique, ça serait un non-événement. Donc c'est bien l'humanité dans ces deux dimensions, en tout cas, qui nous mobilise les uns et les autres. Je pense que c'est le grand dénominateur commun de tous ceux qui œuvrent pour la solidarité. C'est l'humanité dans ces deux dimensions, c'est-à-dire l'humanité en tant que communauté humaine qui est face à sa vulnérabilité, et comme le disait Hubert Reeves, qui est face à son excès de puissance, puisque quelque part notre intelligence est mise en demeure de prendre en charge les conséquences de ce propre succès. Et puis c'est l'humanité comme le sentiment absolu, cet humanisme qui devrait être le sentiment qui imprègne toute notre pensée, notre vision et notre réflexion, qui est également menacé. Et donc je crois effectivement qu'on a enfin compris que tout ça faisait partie d'un tout. Moi je voudrais évidemment rebondir, puisque vous avez dit qu'il fallait un petit peu débattre, sur ce qu'a dit Hubert Reeves en disant que globalement, et c'est vrai, on pourrait trouver un certain nombre d'indicateurs, que la condition humaine, évidemment depuis les Romains, s'est largement améliorée, mais si on en prend même les chiffres de l'OCDE, on trouvera des indicateurs pour dire que parfois c'était quand même pire avant qu'aujourd'hui. Mais je dirais que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est la perception que l'on a de la souffrance et des inégalités. Parce que ce qui est très différent aujourd'hui et qui fait que la solidarité a changé de dimension, ou en tout cas de perception. Elle sort du champ exclusif de l'éthique ou de la morale, parce qu'avant c'était une question d'éthique, chacun a sa propre éthique, mais elle est passée maintenant dans le champ d'une contrainte physique. C'est-à-dire qu'en clair, ce que je veux dire, c'est que la solidarité, et j'y reviendrai, la solidarité dans toutes ses dimensions, parce que moi je porte aussi la solidarité dans le temps, avec les générations futures, la solidarité avec le vivant, la solidarité dans l'espace, elle n'est plus une option parce qu'elle est une condition à la paix. Pourquoi elle est une condition à la paix et pourquoi elle l'est aujourd'hui alors qu'elle ne l'était pas forcément hier? Parce que ce qui est nouveau, et c'est pour ça que je parlais de la perception de l'inégalité, c'est que le monde a changé en ce sens que, brutalement, en l'espace de quelques décennies, le monde s'est connecté et s'est relié. Et tout d'un coup, tout s'étale au grand jour. Et ceux qui étaient probablement victimes d'une forme d'exclusion ou d'inégalité, qui l'ignoraient jusqu'à présent, le découvrent brutalement. Et ça change totalement la donne, parce que quand vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif, qui est l'humiliation, et qui touche à ce qu'il y a de plus cher chez nous, c'est la dignité. Quand une femme va découvrir un matin, comme c'est le cas pour quelques dizaines de milliers d'entre elles, chaque jour en Afrique, que son enfant va mourir d'une maladie dont, pour finir, on a le remède ailleurs. Tant qu'elle ne savait pas que ce remède existait,
elle mettait ça sur le compte de la fatalité. Mais dès l'instant où elle va prendre connaissance par Internet, la télévision, la mobilité, parce que chacun a une fenêtre sur le monde, elle va tout d'un coup découvrir que, en réalité, son enfant n'a pas la même attention, la même valeur, la même estime. Et elle va subir de plein fouet ce constat, cette violence, cette indignité. Elle va tout d'un coup réaliser que l'on est capable de porter une bouteille de Coca-Cola dans le moindre recoin de la planète, mais qu'on n'est pas capable d'apporter un traitement antipaludéen avec une même efficacité. Et c'est bien pour ça que la solidarité n'est plus une option, parce que vous ne pouvez pas condamner les exclus à observer passivement les inclus. Donc, dit autrement, la pauvreté, où qu'elle soit, la pauvreté pas simplement au sens économique, la misère, la souffrance, l'inégalité, où qu'elle soit, est une menace pour la prospérité de tous. Et c'est bien ça qui a changé, qui fait que on ne peut plus simplement placer cet enjeu sur un terrain moral ou un terrain éthique. Cet enjeu conditionne tout ce à quoi nous sommes attachés. Tout ce que nous avons conquis, tout ce que les anciens ont conquis dans cet long chemin de la civilisation, et tout ce à quoi nous aspirons. Et l'enjeu écologique, puisque c'est le thème de ce colloque, eh bien cet enjeu, il ajoute de l'inégalité, ou en tout cas cette cause ajoute de l'inégalité à l'inégalité, de la souffrance à la souffrance, de la misère à la misère. La crise écologique, ou en tout cas sa résolution, c'est la pierre angulaire de la dignité humaine ou de la justice sociale. Parce que, pour ne parler que d'un aspect de la crise écologique, la crise climatique, qui est, si on en croit le constat partagé par la communauté internationale à Paris, dont visiblement certains n'ont pas pris la dimension de ce que cela imposait en termes de révision de notre modèle sociétal, économique et énergétique. Mais la crise climatique, elle impacte déjà aujourd'hui des hommes, des femmes et des enfants qui étaient déjà en situation de vulnérabilité et qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, puisque ce phénomène, il est dû à un mode de développement, le nôtre, dont ils n'ont pas profité, et qui plus est, qui parfois s'est fait à leur détriment. Est-ce que ça n'est pas l'inégalité absolue et l'humiliation suprême que de faire subir à des hommes, des femmes et des enfants les conséquences d'un mode de développement? Est-ce que c'est acceptable? Non. Donc, il en est de ce domaine comme de l'autre. Nous n'avons pas d'autre choix que d'assumer notre responsabilité et que la solidarité puisse s'établir. Mais le deuxième aspect de la crise écologique, nous savons qu'à chaque instant, nous sommes en train de consommer et de consumer les éléments physiques qui préconditionnent notre existence. Dit autrement, nous avons basculé, grâce à notre puissance de feu, notre génie, notre intelligence, mais peut-être pas notre humilité, nous basculons dans l'ère de la rareté. Mais est-ce que la rareté est un gage de solidarité et d'équité? Non. Il est un gage de compétition, et une fois encore, ce seront les plus riches qui pourront le mieux un temps tirer leur épingle du jeu. Oui, donc toutes ces questions sont liées, et c'est bien un enjeu majeur de solidarité. Vous savez, il y a un philosophe, Michel Foucault, qui disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». C'est amusant parce que, pas amusant, je ne sais pas si le terme est bien employé, mais quelque part, ça rejoint ce que les géologues ou les glaciologues viennent de nous dire, puisqu'ils nous disent que nous serions passés brutalement dans l'Anthropocène. Si on en croit ces géologues, l'Anthropocène, c'est l'ère de l'humanité. Ça veut dire que nous sommes devenus notre propre facteur d'évolution. Et je rejoins Michel Foucault, donc ça veut dire que notre avenir dépend de nous. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle.
C'est une mauvaise nouvelle si nous continuons justement à avoir un modèle qui exploite, un modèle qui pille, un modèle qui concentre, au lieu d'un modèle qui partage ou d'un modèle qui gère. Mais c'est une bonne nouvelle au sens que nous avons pendant encore une petite fenêtre la possibilité de décider de ce que sera notre avenir. Et je veux simplement terminer, c'est que justement, l'antidote à la guerre, c'est la solidarité. Et la solidarité, elle ne peut se réaliser, se déployer, si effectivement nous passons d'un modèle de compétition à un modèle de coopération. Et comme je l'ai dit en début de ce petit propos, dans la mesure où nous n'avons pas le choix, eh bien, à nous diriger le modèle économique qui permet de partager, le modèle énergétique qui permet de partager. Et je veux terminer par une petite réflexion. La crise climatique nous contraint à anticiper la sortie des énergies fossiles. De toute façon, de gré ou de force, à un moment ou à un autre, il aurait fallu en sortir, ne serait-ce que parce que la ressource est finie. Mais chacun a compris que les énergies fossiles n'étaient pas la solution, elles étaient le problème. Donc il va falloir se pencher, ce que nous commençons à faire depuis peu, sur ce que la nature peut nous donner. D'ailleurs, l'intelligence ou le progrès demain, c'est quand on va être capable justement d'associer l'intelligence de l'homme et l'intelligence de la nature. Là aussi, être solidaire entre les deux intelligences. Et heureusement, nous avons à notre disposition une quantité, une profusion d'énergie. Pourquoi je parle de l'énergie? Parce que chacun sait ici que l'accès à l'énergie, ça conditionne l'accès à d'autres besoins élémentaires. Et jusqu'à présent, nous avions un mode de production d'énergie concentré. Et il ne vous a pas échappé que depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la plupart des conflits auxquels nous avons assisté, le pétrole, le charbon, le gaz, n'étaient jamais très éloignés. À partir du moment où on va être obligé d'accélérer ce qu'on appelle la transition énergétique, et notamment de nous tourner principalement, personnellement j'espère exclusivement, vers la production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire d'utiliser ce que le soleil nous donne chaque jour, puisqu'il nous donne 8000 fois chaque jour la quantité d'énergie dont nous aurions besoin pour satisfaire nos besoins énergétiques, le vent, la géothermie, la houle, les courants, la biomasse, que sais-je encore. Est-ce qu'on peut imaginer en termes d'équité, de solidarité, ce que ça change? D'abord, ça va soustraire des objets de conflit, puisque tout d'un coup, chacun aura sur son propre territoire une énergie à disposition. Il faut simplement doter ces territoires des machines qui permettent de capter cette énergie et la transformer notamment en énergie électrique. Vous allez rétablir l'équilibre et l'équité du monde et les rapports de force qui font que, jusqu'à présent, nous sommes parfois obligés de baisser les yeux sur nos valeurs, tant nous avons peur que ceux qui détiennent ces gisements d'énergie fossile, évidemment, nous en privent. Voilà, simplement pour vous dire que, comme le disait Hubert tout à l'heure, il y a dans cet enjeu écologique, qui encore une fois est un enjeu de solidarité avec le vivant, un enjeu de solidarité avec ceux qui souffrent déjà de la crise écologique, un enjeu de solidarité avec les générations futures, et c'est une nouvelle dimension, mais qu'il faut prendre en compte. Il y a deux lectures. Il y a une lecture inquiétante si on laisse l'avenir décider à notre place, et il y a une lecture enthousiasmante si nous saisissons cette occasion pour redonner du sens au progrès.